Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. La réaction virulente du régime algérien aux propos tenus par le chef de l'État français le 30 septembre tient ce qu'il n'assume pas que sa démocratie est juste formelle, puisque sa souveraineté est dans les mains de la hiérarchie militaire. Analyse le politiste professeur El Houari Addi dans une tribune au Monde. Les déclarations du président français Emmanuel Macron ont fait rompre la tradition qu'il y a entre le régime algérien et les autorités françaises, qui est de parler de tout, sauf de la nature du régime algérien, en le qualifiant de politico-militaire. Est-ce que M. Macron a calculé son coût? Pourquoi cette déclaration inédite d'un chef d'État français? Pourquoi les autorités algériennes se focalisent-ils ou orientent délibérément leurs réponses et le débat sur la question historique ou mémorielle, alors que la question de la nature du régime algérien a été mise sous le tapis, blackout total, sur les déclarations très virulentes d'Emmanuel Macron, faites le 30 septembre dernier depuis l'Élysée contre le régime algérien et ses principaux hauts responsables. Dans un communiqué, la présidence algérienne condamne toute ingérence dans ses affaires intérieures et des propos irresponsables. Les propos en question du président Macron portent une atteinte intolérable à la mémoire des 5 630 000 valeureux martyrs qui ont sacrifié leur vie dans leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française, ainsi dans la glorieuse révolution de libération nationale. Je ferme la parenthèse. Fait-elle savoir en avançant pour la première fois un chiffre officiel de victimes causées par la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962. Jusque-là, seul le bilan de la guerre d'indépendance était chiffré côté algérien à 1,5 million de martyrs. L'instrumentalisation et la manipulation de l'histoire sont dans l'ADN du régime algérien. Certes, Emmanuel Macron enfonce des portes ouvertes, énonce des évidences, dit tout haut ce qu'on pense tout bas en France, et aussi en Algérie concernant le système politico-militaire algérien à bout de souffle. Sa rente mémorielle qui lui sert à masquer sa corruption, son impotence et à prendre en otage un peuple qui aspire à la liberté et à la démocratie. L'ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, a confié qu'il sera désormais difficile de renouer les liens d'ici la prochaine élection présidentielle. Sauf miracle, ça ne s'améliorera pas d'ici là. Professe-t-il, j'avais connu une crise entre 2008 et 2010 et Raffarin avait alors été nommé Monsieur Algérie. Ça ne sera pas possible cette fois-ci, la tension n'était pas la même, a-t-il prévenu. C'est une façon de manifester notre mauvaise humeur après avoir été berné, baladé pendant 4 ans, déclara-t-il en dernier lieu dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Macron, depuis février 2017, a fait de nombreux pas vers l'Algérie, a fait encore savoir Xavier Driancourt. D'après ce diplomate, la France a voulu masquer ainsi sa lassitude, voire son exaspération vis-à-vis de l'immobilisme algérien, qui voit là l'une des plus graves crises entre les deux pays depuis 1962, sinon la plus retentissante, et qui rappelle pourtant la lune de miel prometteuse entre les présidents Macron et Tebboune, qui s'étaient lancé le défi de réconcilier les mémoires endolories
par la guerre et la colonisation de part et d'autre des deux rives. Jusqu'où cette crise entre les autorités françaises et le régime algérien peut-elle aller, sachant que plus de 800 anciens responsables algériens, entre anciens ministres ou anciens cadres algériens, ont la double nationalité, dont la nationalité française. Est-ce que les autorités algériennes voient en les déclarations du président français comme une opportunité pour ressaisir la situation à l'intérieur et faire basculer l'opinion publique en sa faveur, en brandant la carte du nationalisme et l'épouvantail de l'ennemi éternel? Ni les puissances étrangères, ni le régime algérien pourront arrêter le changement pacifique et la liberté réclamée par le peuple algérien. Macron, le système politico-militaire algérien est fragilisé. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Monsieur Pierre Audin, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Adel Djebbal, analyste politique depuis le Canada, qui est avec nous aussi via Skype. M. Adel Djebbal, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bienvenue à vos invités sur le plateau. Un bonjour à notre peuple, à l'étranger et en Algérie surtout. Merci à vous, Adel Djebbal. On aura le plaisir aussi d'accueillir M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui sera avec nous aussi depuis Alger. Et M. Karim Kebir, rédacteur en chef du journal Liberté, qui sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Je vais commencer cette émission avec vous, M. Pierre Audin. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Quelle est votre réaction donc par rapport à ces déclarations du président français, M. Emmanuel Macron? Comment vous les avez reçues? On est en train de voir que la crise encore est toujours là. Il y a des réactions du côté comme de l'autre, du côté algérien surtout. Quelle est votre réaction, M. Pierre Audin? C'est un peu compliqué. Je ne suis pas dans les cercles présidentiels pour pouvoir analyser avec beaucoup de finesse ce que disent les uns et les autres. Je pense que si vous me donnez quelques minutes, je peux peut-être expliquer un petit peu ma position. Le président français est venu le 13 septembre 2018 remettre à ma mère, Josette Audin, une déclaration. Il se trouve que quand il est venu, il y a eu une vidéo où on a vu le président français demander pardon à ma mère. Mais en fait, il n'y a rien de tel dans sa déclaration. Dans sa déclaration, il dit
à propos de Maurice Audin qu'il ne sait pas. Il ne sait pas, il sait qu'il a été torturé et qu'il est mort, mais il ne peut pas dire s'il est mort sous la torture ou s'il a été exécuté. Par contre, il sait qu'il est une victime comme des milliers d'autres du système décrit comme arrestation-détention, c'est-à-dire arrestation arbitraire, torture, exécution sommaire. Ce système, il a été mis en place par le pouvoir politique pour terroriser la population algérienne. Pas pour déjouer les attentats, mais pour terroriser la population. Enfin, il annonce que les archives vont être ouvertes sur tous les disparus de la guerre d'Algérie, civils et militaires, français et algériens, et il fait appel aux témoignages et à la fourniture des archives privées aux archives nationales. C'est-à-dire qu'il y a quand même 5 points sur lesquels il y en a un qui concerne Maurice Audin, où finalement il dit qu'il ne sait pas, et les 4 autres qui concernent l'ensemble des Algériens, en particulier ceux qui ont souffert pendant la lutte de la guerre d'indépendance. La déclaration a été décrite à ce moment-là par les Algériens comme une affaire franco-française, ce qui était faux, mais ça veut dire qu'il fallait lire quand même les 4 pages de la déclaration. Je dirais qu'ensuite, le président de la République française a confié une mission à l'historien Benjamin Stora, et il a fait le travail. En même temps, le président algérien a confié une mission à un archiviste algérien dont on attend toujours de savoir s'il fait quelque chose. Stora a rendu son rapport en début d'année. Ça a donné quelques résultats. Une déclaration sur Ali Boumendjel, sur les harkis. Le rapport lui-même de Stora, les décisions prises par le président français ont été accueillies avec beaucoup de réserve par l'Algérie. Et pendant ce temps, rien de bien du côté algérien. Et c'est pourquoi le président français continuerait-il à être le seul à avancer sur ce sujet. Concrètement, les élections françaises approchent, les élections françaises certainement peuvent ne pas avoir le soutien du capital comme il l'a eu pour l'élection de 2017, les millions du capital. Alors il fait des concessions à la droite et à l'extrême droite. Il a commencé en refermant les archives sur la guerre d'Algérie. Maintenant, il continue avec des propos qui séduisent la droite et l'extrême droite. De toute façon, quoi qu'il fasse, l'Algérie critique, donc il n'y a pas de raison qu'il se gêne. Et là, c'est bien du franco-français, à mon avis. Donc, vous pensez donc, Monsieur Pierre Audin, que les propos d'Emmanuel Macron étaient beaucoup plus destinés donc, à la politique intérieure française? Bien sûr. Mais est-ce que de toute façon, l'Algérie ne réagit pas. Quand il fait des choses bien, comme par exemple la déclaration à propos de la torture qu'il a remise à ma mère en 2018. Quand il fait des choses bien, comme faire une déclaration à propos d'Ali Boumendjel. Quand il accepte le rapport de Benjamin Stora, dans lequel il y a pas mal de choses. On peut certainement le critiquer, mais il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur du rapport Stora. De toute façon, soit l'Algérie ne dit rien, soit l'Algérie émet des réserves ou des critiques. Donc de toute façon, il est le seul à avancer. Et dans la période actuelle, la façon dont il avait commencé à avancer, en particulier en rappelant à quoi servait la torture, à quoi servait le système mis en place par l'armée française, comme le demandait le pouvoir politique à l'époque, c'est pas la peine qu'il continue. De toute façon, ça n'apporte rien de nouveau dans les relations franco-algériennes. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne se préoccupe pas de sa réélection. S'il ne donne pas certaines garanties au capital, il n'aura pas les millions qu'il a eus pour faire sa campagne et pour son élection de 2017. Donc, il est assez normal qu'il se préoccupe de sa réélection. C'est pas très étonnant. Mais les déclarations de M. Macron, M. Pierre Audin, n'étaient pas seulement sur le côté historique, mémoriel. Certes que les Algériens étaient très mécontents des déclarations, peut-être surtout sur l'existence de l'État algérien avant même la colonisation, mais en essayant de dire ou de qualifier le système algérien qu'il était de politico-militaire. Est-ce que vous pensez qu'il a franchi une ligne que jamais auparavant n'a été franchie, cette ligne de qualifier donc la nature du régime algérien de politico-militaire? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fâché donc les dirigeants algériens?
Certainement, ça les a fâchés, ça leur a fait plaisir en même temps, parce que le pouvoir algérien, à l'heure actuelle, il est plutôt préoccupé à pourchasser les opposants qu'à faire son propre rapport concernant les liens entre la France et l'Algérie, la mémoire entre la France et l'Algérie, etc. Et donc finalement, les déclarations du président français permettent de faire autour du président algérien une sorte d'unité nationale. C'était presque inespéré pour lui, hein. C'est plutôt une bonne opération pour lui. Donc je ne sais pas s'il a vraiment franchi une ligne, mais en tout cas, ça le sert à lui et ça sert aussi le président algérien finalement. Mais c'est des propos qui n'ont jamais été tenus par les anciens présidents ou les anciens responsables français. Quand il était question des bienfaits de la colonisation, c'était pas mal non plus, hein. C'est à l'approche de l'élection, il faut donner des garanties à la droite et à l'extrême droite, qui sont très fortes en ce moment en France. Et si le président actuel ne donne pas ces garanties, il n'est pas sûr d'avoir les mêmes soutiens qu'il a eu précédemment. Les soutiens en question risquent de se retourner vers d'autres candidats qui correspondront mieux aux volontés du capital, hein. Mais il a aussi mentionné dans ses déclarations, M. Perroda, que le Hirak a fragilisé le régime algérien. Comment Heureusement, on peut dire, parce que quand même, il me semble que le peuple algérien a bien montré sa volonté avant la pandémie qui a posé quelques problèmes pour son expression, mais autrement, il a bien montré sa volonté. Le président Abdelaziz Bouteflika a été obligé de démissionner, il me semble. Si le président Tebboune a pris le pouvoir, c'est bien parce que Gaïd Salah a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait cette élection et pour qu'il soit élu. Donc, il y a, politico-militaire. Moi, je ne suis pas très spécialiste de politique, tout ça, mais ça paraît assez évident que c'est un régime politico-militaire, oui. Vous étiez très engagé aussi, je pense, dans le Hirak, mais surtout après l'arrestation de Khaled Drarni. Et vous avez aussi déclaré sur notre chaîne que le mouvement pacifique Al-Hirak était une bonne chose pour l'Algérie. Donc, cette jeunesse qui inspire au changement. Est-ce que vous pensez vraiment que le Hirak a mis à nu, si on peut dire, le régime algérien vis-à-vis des puissances étrangères, dont la France? Je pense qu'en tout cas, le Hirak a été l'occasion pour le peuple algérien de montrer sa maturité et sa volonté et de donner un exemple au monde entier avec une façon de protester de façon parfaitement pacifique. Et je pense que ça, c'était une leçon pour l'ensemble des peuples du monde entier. Donc tout le monde a pu s'en rendre compte, même si malheureusement les sources d'information en France et ailleurs n'ont pas vraiment relayé avec beaucoup d'attention ce qui se passait en Algérie. Et comment vous voyez maintenant l'évolution de ces tensions entre Alger et Paris ou entre les autorités françaises et le régime algérien? Je vous ai dit, je ne suis pas dans les sacs présidentiels, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est et ce que ça va donner. Je sais qu'il est de toute façon, indépendamment des présidents, il est de toute façon possible de faire des choses ensemble, entre Français et Algériens. Ça a déjà été fait, ça continue à se faire, il faut que ça continue, oui. Malgré les pseudo-désaccords entre les deux présidents, par exemple. Est-ce que vous pensez que ce qu'a fait Macron auparavant en 2017, en parlant de crimes contre l'humanité par rapport donc à cette période de colonisation, est-ce que vous pensez qu'on peut tourner la page de cette partie de l'histoire ou encore le régime algérien joue avec ça? Il en profite. Hein. Je pense qu'il en profite parce que là, tous les Algériens sont offusqués des déclarations du président français. Donc, c'est une excellente chose pour le président algérien, je pense, et pour le pouvoir algérien à l'heure actuelle. Mais ces déclarations ne servent pas à grand-chose. Sur les relations entre la France et l'Algérie, sur la mémoire entre la France et l'Algérie, ça n'apporte pas grand-chose.
sur le passé qu'il faudrait solder et sur l'avenir qu'il faut bâtir ensemble. Des deux côtés de la Méditerranée, on est face à face. Il vaudrait mieux qu'on soit ensemble plutôt que face à face. Et je pense que les décisions sur les visas, les choses comme ça, sont faites pour faire plaisir à la droite et à l'extrême droite française, et sont finalement bien reçues par le pouvoir algérien qui réussit à faire une certaine solidarité autour de lui. Je pense qu'il y a d'autres façons d'avancer que de s'en tenir à ces déclarations. Mais même les déclarations de Macron concernant... une coopération, mathématiciens algériens et français, il y a déjà une coopération qui existe. Je pense qu'il peut y avoir le même genre de choses au niveau du sport, au niveau de tout un tas de domaines, et qu'il ne faut pas attendre que les présidents se décident pour réussir à faire les choses. Monsieur Perrodin, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien, on a avec nous Monsieur Karim Tabou, j'aimerais juste lui donner la parole et je vais revenir très rapidement à vous. Karim Tabou qui nous a rejoint, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger. Bonsoir Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Merci d'invitation et toutes mes salutations aux invités à M. Audin. Merci à vous, Karim Tabou. Karim Tabou, si on revient un peu sur le retentissement donc, de ces déclarations de Macron qui ont été faites le 30 septembre dernier, est-ce que vous pensez que ces déclarations qui ont été très précises et inédites, si on peut dire, dans l'histoire des relations entre l'Algérie et la France, de qualifier le système algérien de politico-militaire, est-ce que vous pensez que c'était la phrase qui a fait fâcher donc le régime algérien, qui l'a fait réagir, bien sûr en brandant aussi la question mémoriale et la question historique. Quelle a été votre lecture, Karim Tabou, sachant que vous avez fait une lettre ouverte ou une lettre de réponse à M. Macron? Fâché, peut-être c'est le mot, puisque ça ne dépasse pas les limites justement des colères éphémères de courte durée. Vous savez, il y a deux choses importantes à remarquer de ces échanges. Le premier, c'est une partie des propos de Macron qui ont été donc relayés par la presse algérienne, celle qui est liée au fait qu'il a mis en cause l'existence de la nation algérienne. Et puis, concomitamment à cette question, les médias, le pouvoir, a remis en place le débat de la mémoire, le débat de la colonisation, le débat sur la non-reconnaissance justement de tous les crimes commis pendant la colonisation. C'est une exploitation politicienne. Mais également de l'autre côté de la Méditerranée, je vois des plateaux sur CNews, sur BFM TV, sur les médias, les grands médias français, qui ont également pris juste une partie des propos concernant l'histoire des visas, pour dire, actuellement, il y a un débat électoral qui s'installe en France, et avec la remise en place du débat sur l'immigration et notamment sur les relations de la France avec certains pays du Sud. Le tout est que les uns profitent de la position des autres pour essayer de gagner une aura auprès de l'opinion publique. Bien entendu que chez nous, quand Macron ou n'importe quel responsable occidental apporte son soutien, on n'a jamais considéré cela comme une interférence dans les affaires. Bien au contraire, hein, ça donne une légitimité dont le pouvoir n'a pas réussi à gagner auprès de la population. Donc, il est toujours dans un déficit chronique de légitimité. Il n'a finalement de légitimité que les reconnaissances que lui expriment les Occidentaux, et en premier lieu la France. La France
pour des raisons politiques, historiques, économiques, sa position, sa parole vis-à-vis de l'Algérie est mise en évidence. Je me rappelle au moins de 3 choses importantes. Et de mon point de vue, ça reste un point de vue personnel, l'essentiel des relations entre l'Algérie et la France ne se passe pas au niveau institutionnel. Les relations algéro-françaises ont toujours été le monopole des réseaux, le monopole d'instances qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas officielles. Je ne pense pas que l'ambassadeur d'Algérie en France soit au courant de tout ce qui se passe sur le plan des relations algéro-françaises, et je ne pense pas que l'ambassadeur français à Alger puisse être également au courant de tout. Une grande partie des choses se passe à travers des réseaux d'intérêt et parfois des services des uns et des autres. Je me souviens quand même de paroles qui résonnent depuis les officiels français, depuis Chirac qui vient saluer Bouteflika avant même que le Conseil constitutionnel en Algérie annonce les résultats, en passant par Sarkozy qui disait que je soutiens Bouteflika, sinon c'est les talibans à Alger, et en passant par Hollande qui, alors que le président était malade, était complètement fini, il vient, il assène comme ça aux yeux des Algériens qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle, et par la suite, souvenons-nous de la déclaration de Macron qui, en 2017, avait très clairement déclaré son soutien au chef de l'État algérien. Et là, je vous cite, Karim Tabou, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Là, je vous cite dans votre lettre donc, de réponse à M. Emmanuel Macron. Vous avez dit il a misé sur le bon cheval pour contrecarrer une révolution populaire porteuse d'un projet authentiquement algérien et démocratique. Bien sûr, d'autant plus que sur la place publique à Paris, souvenons-nous, si on faisait une comparaison, pendant les années de sang, les années de violence, et beaucoup de Français, d'intellectuels, d'officiels, de députés, etc., se cachaient derrière le fait qu'ils ne comprenaient rien. Et qu'on n'a pas la lisibilité, on n'a pas les éléments d'information, mais cette fois vous avez des millions d'Algériens qui manifestent à la place de la République, qui expriment des slogans, qui portent des revendications et qui sont le relais direct de la révolution, de la contestation du Hirak qui se passait à Alger. Donc personne ne peut dire que je ne suis pas au courant. Et à ce moment-là, au lieu d'aller dans le sens des revendications portées par le peuple, et pas seulement le peuple algérien, mais ce sont les mêmes revendications des Sénégalais, des Ivoiriens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, que les peuples aient leur droit de décider eux-mêmes de leur avenir. Parce que nous avons dans ces pays des pouvoirs qui sont imposés et qui ne respectent ni le suffrage universel, ni les principes démocratiques, ni les droits de l'homme, ni les libertés, ni les conditions basiques d'un état de droit. Et en face, ils ont des puissances qui leur apportent de l'aide, qui leur apportent de la reconnaissance, du soutien, et en premier lieu, la France. Un jour, on a posé la question à Lionel Jospin sur les relations algéro-françaises. Il a bien résumé la question qui dit « Quand il s'agit de l'Algérie, je suis contraint dans mon expression ». Et c'est le cas. C'est le cas parce que les intérêts, les lobbies, la puissance des réseaux sont tels que les relations, je disais, il se passe beaucoup plus dans les réseaux plus que dans les institutions. Bien sûr que nous avons besoin également de faire une critique de ces rapports. Et personnellement, dans la première lettre que j'avais adressée au président français, que dans la deuxième, je n'ai fait que rappeler à Macron deux de ses déclarations. La première, c'était un entretien qu'il avait donné à Jeune Afrique, lorsqu'il disait que je vais soustraire
les relations, quand il était candidat, c'était au deuxième tour, à la veille du deuxième tour des élections en France, il avait déclaré qu'il allait œuvrer à soustraire les relations de la France avec les pays de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Nord, de la logique des réseaux, de la logique de complicité, pour aller vers la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de l'élite, des intellectuels, etc., des forces démocratiques. À l'épreuve du terrain, comme l'a si bien dit Lionel Jospin, la raison d'État prend le dessus sur les convictions et sur les slogans et sur les professions qui peuvent être faites par les uns ou par les autres. Et la réalité est qu'aujourd'hui, la crise n'est pas une crise qui concerne les intérêts des peuples. Et la solution qui va être prise, qui va être trouvée, probablement dans une semaine, un mois, dans une année, je ne sais pas, va être également la logique de compromis qui ne tient pas compte, dans la majorité des cas, des revendications et des aspirations des peuples. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous, Monsieur Perraudin. Adel Djebbar, je sais que vous êtes là. Je m'excuse. Je vais vous donner la parole très rapidement. Parce que Monsieur Perraudin m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Mais je vais revenir à vous, Perraudin. Ma question, est-ce que vous pensez que la France officielle, comme ça a été donc dit par M. Karim Tabou, va rompre avec le régime algérien et soutenir les aspirations et les revendications du peuple algérien pour la démocratie et la liberté? Bien sûr que non. Je ne crois pas une minute que le pouvoir français va se fâcher réellement avec le pouvoir algérien et va se mettre à soutenir le peuple algérien. Ce serait une grande nouveauté. Est-ce que donc vous pensez que que ces tensions ou cette crise va être dépassée par les deux parties? Bien sûr, ils en profitent tous les deux et quand ils en auront profité tous les deux comme il faut, ils recommenceront à être amis sans problème et à poursuivre leurs relations sans problème. Pourquoi donc cette politique de la France vis-à-vis donc de l'Algérie, surtout par rapport donc au Hirak? Et pourtant Macron a dit dans ses déclarations que le Hirak a fragilisé le système, donc il a reconnu que le Hirak est un mouvement politique pacifique qui aspire au changement. Oui, mais il se contente de dire ça, et il se contente de dire ça essentiellement pour dire que le pouvoir algérien est affaibli et pour expliquer pourquoi il donne des garanties à la droite et même à l'extrême droite. Ils sont contents de ce côté-là, ils sont contents d'entendre ce type de discours à propos de l'Algérie. Pour eux, la guerre d'Algérie n'est toujours pas terminée et ils ont toujours envie de la gagner, donc il n'y a aucun souci. Il donne des garanties quand il sera réélu ou quand il y aura un nouveau président, les choses se passeront différemment. Là, pour le moment, il s'agit de donner des garanties, de caresser la droite et l'extrême droite dans le sens du poil pour qu'ils soient contents et pour qu'ils votent pour lui. Est-ce qu'on peut dire que M. Perraudin a de l'espoir pour que les choses changent en Algérie? On sait très bien que ce régime tient par le support des puissances mondiales. Bien sûr, et par le soutien de l'armée. Mais il est clair que oui, j'ai de l'espoir. Je pense que le peuple algérien a montré qu'il était capable, en particulier la jeunesse a montré qu'ils étaient capables de revendiquer en restant pacifiques. Malheureusement, il y a eu cette histoire de pandémie qui a bien perturbé les choses. Mais sinon, je pense que les choses auraient évolué de façon tout à fait différente. Donc, vraisemblablement, les choses vont reprendre parce que le peuple algérien est mûr et pacifique, mais déterminé.
Merci beaucoup Pierre Audin, Monsieur Pierre Audin, donc, qui était avec nous, fils de Maurice Audin, Rabbi Rahmou, qui était avec nous par Skype depuis Paris. Merci beaucoup de votre participation. On va donner la parole à Adel Djebbar. Adel Djebbar, je m'excuse, je vous ai privé de parole, mais je vous la donne. Adel Djebbar, sur cette question, vous avez entendu donc la réponse de Monsieur Pierre Audin, mais aussi la réponse de Karim Tabou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, il y a toujours tension entre Paris, entre Alger et Paris, ou entre les autorités françaises et le régime algérien. Quelle est votre réaction, Adel Djebbar? أنا نقول لكم كما لا نظرة ماكرون صديق الجزائر ونكتفي بهذا. Et donc, c'est ça la seule réponse que j'ai à donner. Non, pour être un peu plus sérieux, n'eût été le président de la République française, donc un chef d'État, j'aurais considéré ses propos comme les propos qu'on tient dans un café du commerce. C'est du blabla. Donc, les propos de Macron sont d'une grande teneur politique. C'est comme les fusées à étages. Donc, il y a un premier étage qui est destiné à la consommation locale et un autre qui est destiné à l'international. Maintenant, si on parle de la réaction des Algériens, les Algériens sont et font partie de la grande écurie post-coloniale des années 60. Nous ne sommes pas différents des pays de la francophonie africaine. Nous faisons partie du cheptel aussi. Donc, c'est un patron qui s'adresse à ses obligés. Donc, je commencerai par ce volet-là pour dire ce qui s'est passé hier à Montpellier. Macron a fait fi de l'existence des présidents africains. Ça prouve encore une fois qu'ils ne représentent absolument rien, que ce sont des employés et des obligés du pouvoir français et de l'Élysée. Donc, il les a balayés d'un revers de la main. Il est parti se choisir une pseudo-société civile qui est composée y compris de marchands de légumes, bon, qui n'ont pas tous du contenu politique ou une véritable conscience politique. Et il a commencé à vendre son nouveau commerce, qui est la rénovation de la France coloniale, de la nouvelle France-Afrique. Aujourd'hui, les chevaux qui ont été choisis par ses prédécesseurs dans les années 60 ont fait... c'est fini, Kebrou, puis ça ne donne plus rien. Aujourd'hui, il y a l'émergence d'une nouvelle conscience politique en Afrique. La jeunesse africaine est en train de vouloir s'affranchir, se dédouaner, se libérer de la France-Afrique, du franc CFA, de la même base de la France néocoloniale sur les richesses africaines. Donc ça représente un nouveau danger pour la France. Mais Macron n'est pas là pour servir des gâteaux ou de la baklawa aux Africains. Il est là pour défendre les intérêts de son pays, défendre les intérêts de la France et relooker une nouvelle France-Afrique. Donc, il s'adresse à une autre population qui constitue l'avenir de demain en Afrique. Donc, il a commencé à vendre sa salade aux Africains, mais les Africains ne sont pas dupes, comme les Algériens de la génération qui est un peu plus jeune que moi, et même celle qui me concerne, ne sont pas dupes. Ils savent que c'est du bouillon pour les morts qu'il est en train de nous offrir. Donc, ne l'écoutons pas. Maintenant, sur le plan interne, Macron, le zémourien, comme moi je le dis, est dans l'extrême droitisation de la société française. Il est en train de s'engouffrer dans un fonds de commerce qui est bâti sur la haine, sur le rejet, sur la ségrégation, sur le racisme, l'islamophobie, la détestation des étrangers, etc., pour pouvoir aller ratisser dans les flancs du parti extrémiste de Le Pen et de ce rongeur qui est sorti de nulle part, qui est surmédiatisé par des merdias sionisés jusqu'à l'os, et qui sont en train d'insulter les gens. Macron n'est pas différent de Zemmour ou de Le Pen. Macron a insulté les Africains quand il est parti à Ouagadougou. Il a insulté un président en présence de son peuple. Mais Adel Djebbar, Macron est le président de la République française. Et quand il avait qualifié le système algérien de politico-militaire,
aucun président auparavant n'avait qualifié le système algérien de ce qualificatif. Comment vous pouvez dire que on peut dire que Macron tient les mêmes propos de Zemmour. Zemmour, il est candidat peut-être à l'élection, on ne le sait pas, mais Macron est le président actuel de la France. J'ai dit au départ que n'eût été un président, j'aurais considéré ses propos comme ceux d'un cafetier ou d'un consommateur d'un café du commerce. C'est un dérapage de la part d'un président. Il aurait dû s'abstenir de dire ce qu'il pense profondément de nous, parce qu'il a un regard très méprisant vis-à-vis de ses obligés algériens, de toute la France-Afrique, y compris l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc il a un regard méprisant, sarcastique. Ce monsieur-là n'a aucun respect pour eux. Et il ne nous apprend rien. Qu'ils nous disent c'est un régime politico-militaire. Nous le dénonçons depuis 1962. Nous savons qu'ils sont comme, j'allais dire un mot déplaisant à la télé, mais ils sont complices. S'ils dénoncent ce régime-là, qu'ils sortent pour nous dire nous arrêtons définitivement de tendre la main et d'aider ce régime militaire dictatorial et illégitime, qu'ils le disent. Nous ne nous contentons pas de mots. Les mots ne représentent rien, c'est les actions. Ce n'est pas ce que nous sommes ou ce que nous serons qui est important, c'est nos actions. Qu'est-ce que nous allons faire? Que fera Macron en direction du peuple algérien? Les Algériens sont en train de manifester depuis 2 ans. Est-ce que ce n'est que maintenant que les échos de l'Élysée? Non, il le sait. Il est complice avec le système algérien. Il sait que Tebboune a été illégitimement désigné par les militaires et il n'a eu que 4%. Aujourd'hui, il se porte au secours d'un président illégitime et il est en train de le défendre pour nous dire c'est une mafia militaro-politique qui est là. Il ne nous apprend rien. Ça, on le sait. Maintenant, si Macron est réellement honnête, et moi je vous dis, c'est un politicien comme tous les autres, il est là pour défendre son pays et je suis entièrement d'accord avec lui, mais il est méprisant, son regard est méprisant et sarcastique vis-à-vis de toute l'Afrique, y compris les Algériens. Moi, je me rappelle de ce qu'il avait fait à Ouagadougou quand il a blessé publiquement le président burkinabé dans l'enceinte de l'université de Ouaga, quand il leur a dit « Bon, moi, je ne suis pas électricien ». Et quand le président était fâché, il a quitté, il leur a dit « Il est parti réparer l'électricité ». Comores, les Comoriens, les pauvres Comoriens, dit « Hargo, qui m'a des jeunes, qui m'a 10 000 morts en 2 ans ». Qu'est-ce qu'il leur a dit, Macron? Parce qu'il devait aller à Mayotte. Mayotte, c'est un dom-tom, comme l'Algérie. Il leur a dit, non, ils ne sont pas venus pour pêcher. Ils ne sont pas venus pour pêcher. Donc, il était sarcastique et méprisant vis-à-vis de 10 000 pauvres Comoriens qui ont quitté l'enfer et la misère pour aller trouver un bout de pain, comme le font aujourd'hui nos jeunes Algériens, qui ont perdu tout espoir à cause de cette dictature. Donc, Macron, au Tebboune, au Chinguiriha, pour moi, c'est les deux faces de la même médaille. Très bien, restez avec nous. Ça, c'est l'ennemi, et moi je le dis, la France, c'est réellement l'ennemi éternel du peuple algérien, parce que ses intérêts sont là-bas. Je termine avec ça. Si demain, les choses venaient à changer, et elles sont en train de changer parce que les Africains sont en train de se réveiller, et que la France perde son précaré africain, et qu'elle perde le Niger, à ce moment-là, les Français vont se chauffer avec du bois. Parce qu'il n'y aura plus d'Areva, il n'y aura plus de... Voilà. Restez avec nous, Adel Djebbar. Karim Tabou, l'ancien ambassadeur français en Algérie, a confié enfin qu'il sera désormais difficile de renouer des liens d'ici la prochaine élection présidentielle. Sauf miracle, ça ne s'améliorera pas d'ici là. Professe-t-il. Est-ce que vous pensez que ces relations vont se compliquer encore avec ces déclarations? Karim Tabou? Allô? Karim, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, je vous ai bien entendu. Très bien. Non, on ne vous a pas entendu, donc allez-y. Alors d'abord, je tenais à saluer notre ami M. Djebbar Adel.
Et effectivement, et lorsqu'on on essaye d'évaluer, je trouve que certaines déclarations ne sont là que pour essayer d'alimenter les débats et d'en faire matière à élargir les intervenants. Mais dans la réalité, les intérêts du pouvoir algérien, les intérêts de la France sont pratiquement les mêmes. Je l'ai dit dans ma réponse, qu'autant les uns attendaient que depuis Alger, on va s'occuper d'un certain nombre de tâches qui nous sont confiées, donc qui nous sont définies. L'Algérie devait jouer un rôle au Mali. L'Algérie devait tout faire pour limiter les flux migratoires. Au nord, en France, ils espèrent bien, ils souhaitent avoir des régimes au sud qui soient des postes avancés de garde. De l'autre côté, bien sûr, ils savent très bien que la dissidence citoyenne, la dissidence des peuples à l'égard de ces régimes fait que la seule légitimité qu'il leur reste, la seule reconnaissance qu'il leur reste, c'est leur reconnaissance depuis l'Occident, depuis les pays tels que la France. Donc, moi, personnellement, je pense qu'en ce moment, comme l'a si bien dit M. Audin, les uns et les autres profitent de cet événement, mais au moment voulu, les uns et les autres vont également dire qu'il est grand temps d'apaiser, qu'il est grand temps d'ouvrir une nouvelle page et on va trouver les mots. En Algérie, on a eu beaucoup d'expérience. Hein. Vous savez, ce sont tous ceux qui applaudissaient Bouteflika, qui sont devenus, qui étaient les premiers à dire oui, il fallait se sortir du piège de Bouteflika. C'était les gens qui prônaient l'extermination d'une partie du peuple algérien, qui par la suite trouvaient toutes les vertus de la réconciliation, et au gré des situations, au gré des calculs politiciens, les uns vont adapter leur discours à leurs objectifs. Aujourd'hui, il y a une élection en France qui fait que le débat sur l'Algérie, qui fait que le débat sur l'immigration, sur un fond, comme l'a si bien expliqué M. Djebbar, sur un fond de détestation des émigrés, des populations étrangères, sur fond d'islamophobie, sur fond de racisme, sur fond de remise en selle d'une nouvelle pensée néocolonialiste fondée sur le mépris, fondée sur l'exploitation. Le temps d'une campagne électorale, Macron a besoin de s'adresser à tout un chacun, mais il sait très bien qu'à Alger, autant il est facile de porter des accusations, il est également facile de reprendre la ligne téléphonique. Donc vous pensez que c'est juste une question de temps, ce qu'on est en train de voir comme crise, si on peut dire, entre Alger et Paris? Je pense, de mon point de vue, il y a des sujets que nous n'avons pas abordés dans nos débats, dans notre débat d'aujourd'hui, mais également que peu de gens abordent dans leur débat. C'est le fait que la France, comme je l'ai signalé dans ma réponse, la France semble perdre les grandes batailles. Vous savez, à l'origine de la chute de Kadhafi, en grande partie, c'est la France qui a exécuté le plan. Et vous voyez en Tunisie, lors de la gestion de la transition, le seul président qui avait assisté à la cérémonie d'adoption de la constitution tunisienne, c'est le président de la France. Et lorsqu'il y a eu au Mali, entre parenthèses, le coup d'État, le premier coup d'État, les premiers à soutenir, à mettre des unités d'action militaire du terrain, c'était la France. Et aujourd'hui, la France
dénonce ce qui se passe au Mali, s'interroge sur ce qui se passe en Tunisie, déplore ce qui se passe en Algérie, c'est dire que la France est en train de, à cause de ses mauvaises prévisions, à cause de ses mauvaises lectures, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Peu de gens pouvaient imaginer que la Russie allait prendre place en Mali. Peu de gens pouvaient imaginer que la Russie allait prendre une grande part de ce qui se passe en Libye. Peu de gens pouvaient imaginer que la Turquie allait s'imposer dans des lieux où elle n'avait pas d'ancrage historique, etc. Mais tout cela a poussé Macron à s'interroger. Mais en tout cas, il sait très bien qu'à la fin, les fragilités, les manques de légitimité, le non-respect des normes démocratiques par tous ces régimes du Sud étant la raison même, sinon le motif pour exercer toutes les pressions possibles. Mais personnellement, je ne pense pas qu'exercer les pressions sur ces régimes, c'est pour des objectifs démocratiques, mais plutôt c'est pour avoir des avantages, des intérêts. Vous savez, si en Irak, les Américains étaient contraints de mobiliser 300 000 soldats qui sont arrivés à Bagdad, dans beaucoup de pays africains, on a fait un bradage pacifique de nos richesses. On a remis les clés. Et ils n'étaient pas obligés de mobiliser autant de militaires qu'ils avaient mobilisé en Irak, puisque on a remis nous-mêmes les clés, on a fait un bradage pacifique. Je parle pas de nous, je parle pas des peuples, je parle des régimes du sud de beaucoup de pays africains qui, à cause de leur fragilité, de leur vulnérabilité, ils sont devenus le jouet de l'histoire. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. J'aimerais aborder aussi la question de la commémoration du 5 octobre, qui est 33 ans après. J'aimerais avoir aussi votre réponse par rapport à cette période qui a vécu donc, le peuple algérien et l'histoire algérienne. Adel Jabbar, est-ce que vous pensez que la question géopolitique y est pour quelque chose dans ces tensions entre la France et le régime algérien? Non, le régime algérien ne représente strictement rien. Le pouvoir algérien ne représente strictement rien. Devant la France, il se met à genoux, il obéit et il se la ferme. Le reste des déclarations de part et d'autre qui sont repris par les merdias locaux, c'est fait pour la conscience, c'est du bouillon pour les morts. Si réellement ils veulent prendre des sanctions contre la France, ils doivent s'affirmer comme un État. Mais malheureusement, l'État a disparu en Algérie. Il n'existe plus parce qu'il est privatisé par une oligarchie militaire prédatrice et il s'arrête là. Donc, au-delà des gesticulations, il n'y a rien. Ce qui les a offensés le plus, ce n'est pas le fait que notre pays est en train d'être dépecé par les puissances étrangères, en premier lieu la France. Ce qui les a chagrinés et fait mal, ce sont les visas. Les visas pour eux et pour leur clientèle. Malgré le fait que nous savons tous, ou pratiquement tous, que ceux qui sont au pouvoir détiennent la nationalité française en majorité, où ils ont des cartes de résidence, comme celui qui fut grand chef du Front de liquidation nationale, qui s'est taillé avec 300 millions d'euros. Et donc, ils sont tous dans cette situation-là. Ils ne sont pas là pour défendre l'Algérie. Ces gens sont les ennemis de l'Algérie. Ils sont les ennemis du peuple algérien. Donc, ils n'oseront jamais contester leur employeur. Parce que pour moi, ils obéissent au doigt et à l'œil de Paris, tant et aussi longtemps que cette relation incestueuse qui n'a jamais cessé depuis 1962 ne meurt pas, et elle ne mourra que grâce à la volonté du peuple dans sa quête et dans son besoin de liberté, d'indépendance et d'émancipation. Sinon, si ces gens-là continuent à être présents et à décider de notre sort, nous n'en sortirons jamais. Nous sommes et nous faisons partie d'un dom-tom. Maintenant, si vous parlez d'État, l'État c'est quoi? L'État, la démocratie qui existait depuis l'Antiquité grecque, est en train d'être rénovée dans les États modernes,
Aujourd'hui, dans les pays modernes qui sont dans le système solaire, parce que l'Algérie, sous la gouvernance de Sérangers, elle a quitté le système solaire, elle est en orbite quelque part pour essayer de se positionner. Les États modernes, les quatre fondamentaux de l'État ou de la démocratie, c'est quoi? Ou de la gouvernance? C'est un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir de la presse. Lyon, dans les États modernes qui avancent, on parle d'un sixième pouvoir. Le cinquième pouvoir n'est autre que les médias, comment on appelle ça, Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et le sixième et le plus important, c'est l'opinion publique. Macron est en train de s'adresser à son opinion publique. Il fera tout pour la satisfaire, pour qu'elle puisse lui renouveler sa confiance et son mandat. Donc, pour lui, les généraux algériens, il y a beaucoup de harbin, beaucoup de santé. S'il veut réellement prendre une décision, il n'a qu'à nous donner la liste de toutes les propriétés, les comptes en banque de plusieurs centaines de millions d'euros qui sont planqués dans ces banques là-bas, et de les dénoncer et de les expulser de France, parce qu'ils ont dilapidé l'argent de l'Algérie, les richesses de l'Algérie, et ils sont venus, ils se sont installés, Bouchouar, chez lui, je sais pas quoi, le général qui vient d'être dégradé, Serjan ou le Jundi, avec ses millions de dollars, il est chez lui. Il y a plein de bandits, qui ont Restez avec nous, Adel Djebbar. Ils sont chez lui. Vous parliez du général Belqsir. Reste avec nous. Ils sont tous pareils pour moi. Enfin, anciennement général. Donc, reste avec nous, Adel Djebbar. On a été rejoint par Karim Kebir, rédacteur en chef de Liberté, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kebir, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar et bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous Karim. Karim, toujours donc cette tension entre la France et les autorités algériennes. Aujourd'hui, les déclarations de l'ancien ambassadeur français qui confie qu'il sera désormais difficile de renouer les liens d'ici la prochaine élection présidentielle. Il parle de sauf miracle. Est-ce que vous pensez qu'une ligne a été franchie par Macron en qualifiant le régime algérien de système politico-militaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Beaucoup d'observateurs parlent que on n'a jamais entendu des déclarations pareilles depuis 1962. Jamais un président français ou un responsable français n'a qualifié le régime algérien de tel. Effectivement, justement, c'est la singularité de ces propos qui font que ça préfigure en tout cas de la difficulté à rétablir les relations, en tout cas telles qu'elles ont fonctionné jusqu'ici. Bon, on a connu, c'est vrai qu'on a connu parfois des poussées de fièvre comme ça, de tension, mais qui étaient vite dépassées parce que il y avait la coopération économique et des enjeux économiques énormes, des enjeux sécuritaires. Et cette fois-ci, pour une fois justement, comme vous l'avez si bien noté, Nassar, le président Macron a utilisé des mots quand même qui ont, en tout cas pour les observateurs, qui sont sortis en tout cas du cadre du politiquement correct. C'est-à-dire c'est très très difficile, en tout cas, vu la réaction des autorités algériennes, c'est très difficile d'accepter ce genre de propos. C'est comme si chaque président disait ce qu'il pensait des autres présidents. C'est pas évident, c'est-à-dire de l'accepter. Dans le jargon diplomatique en tout cas, on n'a jamais entendu ce genre de propos. Donc la cassure est là, mais ce qu'a dit Macron, il a été perçu comme étant une forme de violence dans les propos, non seulement par rapport à ce qu'il a dit sur l'histoire de la nation algérienne, mais aussi sur comment il a qualifié le régime. Après, vous avez vu la suite, tout le monde la connaît, soi-disant les mesures, la décision de fermer le ciel et tout ça, qui va peut-être éventuellement, bon, même si le Français essaie
de minimiser, de dire qu'il n'y aura pas d'impact, mais en vérité, il y aura un impact parce que dans l'histoire de la lutte contre le terrorisme dans la Sahel, il y a la coopération en matière de renseignement, et il y a des échanges quand même qui étaient très poussés, donc cette fois-ci, ça va se bloquer. Donc moi, je suis de ceux qui pensent en tout cas que l'évolution des relations entre les deux pays ne va pas être facile. Notamment si d'aventure Macron va remplir pour un second mandat. Donc ça va prendre du temps. Mais en même temps, de ce côté, c'est-à-dire au niveau algérien, si d'aventure aussi il y a un nouveau pouvoir qui arrive, peut-être éventuellement, ils peuvent entamer, peut-être initier des discussions ou des débats. Mais dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que les choses vont s'arranger du sitôt. Parce que je pense que ces propos ont été très très mal perçus et on a vu la manière comment les autorités algériennes ont réagi. Mais nous ne devons pas être naïfs parce que Macron a probablement exprimé une forme de frustration par rapport à ce qu'il attendait en retour, par rapport à tout ce qu'il avait entrepris. Mais en même temps, je suppose qu'il a obéi à des lobbies parce que il y a des changements géostratégiques qui sont en train de s'opérer au niveau régional, notamment, je pense notamment à la normalisation entre le Maroc et Israël. Donc même Macron doit obéir à certains lobbies en France pour un peu changer les paradigmes de sa politique vis-à-vis de l'Algérie. Donc c'est ce qui explique un peu cette sortie, un peu qui a été un peu musclée par rapport au discours dont ils nous ont habitués, en tout cas, lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur la situation algérienne. Est-ce que vous pensez que Karim Tabou est avec nous, Karim Kbir? Est-ce que vous pensez, lui, qui a qualifié, donc, qui a parlé de la France officielle, est-ce que vous pensez que la France officielle peut lâcher, peut aller jusqu'à lâcher le régime algérien? Écoutez, je pense que si on analyse les mots de Macron en premier degré, je pense que c'est un lâchage. À partir du moment où il a qualifié le régime de politico-militaire, il a dit qu'il a laissé entendre que Tebboune n'a pas les coups de franche. Mais comme l'a dit justement Karim dans son texte, parfois ils peuvent transcender ce genre de questions quand il s'agit des intérêts. Mais après, est-ce que ils vont concéder, comme on m'a renoué les relations dans l'immédiat? Moi personnellement, je ne pense pas, mais ils ont toujours privilégié les intérêts. Donc tout dépend la manière comment ça va évoluer ici au niveau interne chez nous. Parce que jusque-là, quoi qu'on en dise, Macron a longtemps soutenu le régime. On l'a vu après cette déclaration de Jeune Afrique en 2020, quand il a dit que moi je vais aider, apporter mon aide au président pour réussir sa transition. Et là, c'est un discours complètement différent qu'il a changé. Donc, on n'est plus dans le cadre de ce soutien. Mais après, comme je vous dis, tout dépend de l'évolution d'abord de la nature, c'est-à-dire au niveau, ici au niveau de l'Algérie. Si on aura, on verra peut-être, est-ce qu'il y aura des élections anticipé, présidentielle anticipée, on verra peut-être l'arrivée d'un nouveau président avec un nouveau discours. Et aussi en France, est-ce que éventuellement Macron va renouveler, il ne va pas renouveler, et comment ça va évoluer la situation chez eux. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Restez avec nous, Karim Kbir. Karim Tabou, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Karim Tabou? Karim? Je pense qu'on a perdu Karim Tabou, non? Karim Tabou? Adel Djoubar, je vais revenir avec vous sur la question donc, des sujets qu'on a traités cette semaine et bien sûr la commémoration du 5 octobre, 33 ans après, les préalables qui nous ont menés à cette révolution du 5 octobre.
comment peut-on faire la comparaison, Adel Jabbar, par rapport à ce qui s'est passé donc en 88 et la situation que vit notre pays actuellement? Une minute, je vais revenir sur ce qui a été dit parce que c'est absolument important. Ce n'est pas la première fois que la France s'immisce dans les affaires du régime algérien. Je me rappelle la déclaration de Bernard Kouchner à l'époque qui avait dit « Tant que cette génération de la guerre est là, il n'y aura aucune évolution, aucun apaisement dans les relations politiques algériennes. » Il n'y a pas eu quelqu'un qui a ouvert son bec à l'époque. Quand le Drian était venu, il a été reçu par Gaïd Saleh comme un seigneur. Quand il est revenu pour parler de la constitution, entre guillemets, pour dire « votez là », il a donné un ordre. Pourquoi on ne parle pas d'ingérence française? Moi, je vais peut-être aller à contresens de ce que dit notre ami Kébir. Ce n'est pas la relation, la normalisation israélo-marocaine qui a agacé Macron. Ce qui a agacé profondément le président français, c'est le fait que les lignes sont en train de bouger au Sahel. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a une présence russe qui vient d'ailleurs de livrer des hélicoptères et des armes de combat, qui ont des mercenaires qui sont, entre autres, que des anciens de l'armée rouge ou de la Russie, et ils sont en train de s'implanter vraiment de façon puissante pour faire dégager la France du Mali. Maintenant, il y a eu des accords secrets, Tebboune et ses généraux de pacotille, qui avaient, à la hussarde, fait voter une constitution par 10% de la population algérienne pour autoriser l'armée algérienne à aller guerroyer pour les intérêts français. Elle se trouve aujourd'hui, c'est une stratégie qui est tombée à l'eau. Shingriha a été convoqué à Moscou, ils lui ont tiré encore un peu plus ses oreilles pour lui dire « Faites très attention ». Tout votre armement vient de Russie. Attention à vous, si vous allez vous frotter à Wagner et à nos mercenaires et à nos soldats qui sont au Mali. C'est terminé. Et d'où la rebiffade des Algériens. Ils n'oseront jamais tenir tête aux Russes et ils se retrouvent aujourd'hui coincés comme des rats devant leur employeur. Je ferme la parenthèse. Maintenant, pour revenir à octobre, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malheureusement pour nous, ces généraux criminels qui ont opéré un sanglant coup d'État et pour exterminer 250 000 d'Algériens, faire disparaître de la surface de la terre 25 000 autres, tuer 500 de nos jeunes et de nos enfants à balles explosives dans la poitrine, qui ont fracassé les os, qui étaient irréparables et qui ont suscité ou nécessité des amputations des membres inférieurs. Ce régime est toujours là, un peu plus sanglant, un peu plus violent, un peu plus traumatisant et terrorisant vis-à-vis des populations. Il n'a pas changé. Les généraux criminels, Cabranet François, comme les Algériens les appellent, qui sont venus prendre le pouvoir par la mitraillette en 92 pour parler d'une transition. Nous sommes en transition depuis 30 ans. Que s'est-il passé en 30 ans en Algérie? L'Algérie est 1000 fois plus pauvre qu'elle ne l'était dans les années 86 avec un baril qui coûtait $10 à l'époque du fait de la guerre entre l'Angleterre de Margaret Thatcher et de l'Arabie Saoudite. Parce que chacun voulait avoir le leading pour être le champion de la vente du pétrole. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est quoi? Jabou Yahya, comment il s'appelle, Zarwal. Ils ont bradé l'industrie algérienne, tout le patrimoine industriel algérien. Ils l'ont vendu au dinar symbolique. Ils ont ouvert le pays aux quatre vents de l'importation. Aujourd'hui, l'Algérie, je vous donne des chiffres qui sont terribles. Quand on fait un joint venture avec des Turcs, on est content. Quand l'Algérie importe 68 à 72 millions de paires de souliers chaque année, la Chine, sinon, il faut vous rappeler, moi j'ai toujours pensé, et je suis sincère dans ce que je dis, ce régime est dans la haute trahison. Vous vous rappelez les discours de Sellel quand il disait aux Espagnols et aux étrangers, venez, on n'a pas besoin de votre argent, il y a suffisamment d'argent en Algérie, nous avons besoin de votre technique
de vos technologies, de vos connaissances, alors qu'en exilé, on décérébrait le pays. Djelbar, je vais revenir très rapidement, je dois donner juste le mot de la fin à Karim Kbir, qui est avec nous. Après, je vais revenir à vous, Adel Djelbar. Karim Kbir, quelle comparaison peut-on faire entre ce qui s'est passé donc, le 5 octobre 88 et ce que vit l'Algérie actuellement? Beaucoup d'observateurs pensent que les préalables qui existaient avant le 5 octobre 88 existent encore en 2021. Qu'est-ce que vous appelez préalable? Qui ont mené donc à cette révolution du 5 octobre. Absolument, les ingrédients sont tout à fait les mêmes, sinon en pire, parce que il faut dire que les Algériens sont depuis ces 20 dernières années, avec l'opulence, avec l'argent dont ils étaient habitués à un certain train de vie, quand même qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner. Donc aujourd'hui, si vous examinez un peu la situation à tous les plans, les clignotants sont au rouge. Que ce soit sur le plan économique, le plan social, on est arrivé au point où il y a un problème d'alimentation en eau, il y a des problèmes de toutes sortes, la dégradation terrible du pouvoir d'achat des Algériens, il y a une paupérisation galopante qui touche des pans entiers de la population. Vous descendez dans les rues, vous allez voir comment la mendicité commence à se propager. Et il n'est pas exclu aussi de voir d'autres phénomènes connexes comme le retour du banditisme. On a vu les haragas, ce sont tout ça des indices qui témoignent de la situation. Donc, si on conjugue que les réserves de change aussi ne suffisent même pas à peine pour acheter quelques comment dire, c'est-à-dire pour couvrir uniquement quelques importations. Donc la situation n'est pas du tout reluisante. C'est exactement comme en 88. Mais sauf que aujourd'hui, avec la fermeture, la répression qui s'abat sur beaucoup de militants, avec la tension, ça risque encore une fois d'accélérer la dégradation. Et on espère juste que la population ne sera pas tentée, parce qu'en 88 quand même il y avait beaucoup de dégâts, il y avait des victimes, et on espère qu'il y ait une conscience aujourd'hui pour aller à une ouverture. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. On voit que le choix, la trajectoire de la fermeture et de la répression a été adopté. Et ça, je ne pense pas que ça va sortir le pays de l'impasse, mais ça va compliquer encore davantage la crise, et qui risque forcément, avec le temps, qui risque forcément d'aboutir comme en 88. Merci Karim Kbir. Yatek Saha. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Karim Kbir, rédacteur en chef de Liberté, qui était avec nous depuis Alger. Adel Djelbar, 1 minute, le mot de la fin. Le mot de la fin, tant que c'est les godasses qui président à notre malheureux destin, rien ne changera. Je reprendrai la formule d'un grand intellectuel algérien pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il disait donc ce monsieur-là qui devrait en principe être à Al-Mouradia, il se retrouve en prison, et celui qui est à Al-Mouradia devrait en principe aller en prison. Cette dictature est atypique parce qu'elle est inculte, sauvage, violente. Aujourd'hui, on est en train de terroriser encore un peuple qui a subi beaucoup de traumatismes pour le pousser à la solitude. La solitude est traumatisante. Je parlais à des gens en Algérie et ils m'ont dit « nous sommes envahis par la peur ». Vous voyez ce régime-là, Pol Pot n'a pas fait autant, les généraux birmans n'ont pas fait autant à leur peuple. Moi, j'ai toujours dit que Had Nedamada, ils un Rangers à l'intérieur, mais ils se trimballent avec des talents à aiguille dans les capitales étrangères en face de leurs maîtres occidentaux. La seule réponse à ce régime-là, c'est de nous mobiliser, d'être
unis, solidaires et de ne jamais abandonner la rue. La rue, c'est un régulateur. C'est la seule arme pacifique que nous avons. Je ne veux pas de violence et je ne l'appelle pas à la violence, mais j'appelle à la mobilisation des Algériens. Maintenant, Kébir parlait de pauvreté. Nous avons alerté depuis 2013 pour dire nous allons rentrer dans un mur. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est un paradis par rapport aux mois qui vont venir où 70 à 80% des Algériens auront faim. Ils iront manger les marchés publics. D'ici là, j'espère يروحوا كاع ويتنحوا كاع Merci Adel Djebbar. Yatek Saha Adel Djebbar. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Adel Djebbar qui était avec nous depuis le Canada, analyste politique. Merci aussi à M. Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui était avec nous dans cette émission. Merci à Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, et à Karim Kbir, rédacteur en chef de Liberté. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.